Aujourd'hui, je lis beaucoup, mais j'ai du mal à finir les livres en ce moment. Pas mal en cours de route. On en reparlera peut-être très vite. En tout cas, je voudrais revenir à un plaisir du texte qui est ancien et occasionné par un anniversaire, celui des 40 ans du monde selon Garp de John Irving. Alors c'est assez amusant parce qu'en regardant dans ma bibliothèque, je ne retrouve plus le monde selon Garp. En même temps, ma bibliothèque est complètement éclatée. Et j'ai quand même retrouvé toute cette pile. Pouf. Alors, c'est des vieux, hein. Moi je fais ça d'occasion. Un mariage point moyen, l'hôtel New Hampshire, l'œuvre de Dieu, la part du diable, l'épopée du buveur d'eau. Et il me manque le monde selon Garp qui a eu 40 ans cette année et qui est un gros best-seller. Je regarde autour de moi, sait-on jamais. Mais enfin, il y a des livres partout dans cette maison, donc je vais avoir du mal à retrouver ça. Les romans d'Irving, enfin quelques romans d'Irving sont parmi les romans que j'ai le plus lus. Je pense au monde selon Garp, à l'hôtel New Hampshire, surtout. Là, dans cette pile, l'épopée du buveur d'eau m'a jamais affolée. Mais enfin, quand on a lu les autres et qu'on est à fond, c'est bien de continuer. Un mariage point moyen, idem. J'ai vu plus loin Une veuve de papier. Bon, j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu en Allemagne. L'avant-dernière fois que j'y... Non, l'antépénultième fois que j'y suis allée, donc c'était un master pour moi. Je sais pas, ça devait être en 2008. J'y avais lu Je te retrouverai, je crois que c'est ça le titre, qui parle de tatouage avec une grande intelligence dans la mesure où ça parle toujours de plein de choses, vraiment, Irving. Mais une chose m'avait plu, c'est qu'il n'y avait aucun délire sur le tatouage comme marque indélébile et permanente. Bon, moi je suis pas tatouée. En ce moment je réfléchis, mais ça va me passer comme d'habitude. Mais au moins j'avais trouvé ça intéressant comme le fait dans l'adversaire de Carrère, donc sur Jean-Claude Roman, de n'avoir aucun jeu de mots sur le fait que Roman ait inventé une vie et qu'il s'appelle Roman. Bon, c'était, je lui avais sugré, vous me corrigez, hein. Oh, je suis fatiguée de ne pas être tombée dans ce travers comme pour Irving, cette question du tatouage. J'avais bien aimé celui avec les bûcherons. En fait, j'en aime un sur deux. Hein. Moi, seul bien des personnages m'avait pas trop plu. Et j'ai pas lu le dernier. Enfin, voilà. Après, je disais presque Liberté pour les ours, c'est encore jeune. Enfin, mais je dois pas être loin d'avoir lu la totalité de ces romans. Alors, Le Monde selon Garp, L'Hôtel Hampshire et L'œuvre de Dieu, la part du diable, je n'ai vu aucun film. J'avais bien aimé Une prière pour Owen aussi, qui est quelque part en bas. Parce que celui-là, il était à ma mère. Puis des fois, je les ai prêtés, on me les a jamais rendus. Enfin bon, ça, c'est des livres qui sont vraiment faits pour circuler. Alors, Irving, bon, grand écrivain populaire, qui a un grand succès, qui est en même temps invité à France Culture, et qui a une particularité, c'est qu'il fait quand même des récits très longs. Et je dois avouer que quand il en fait un plus court, je suis souvent un peu déçue. Bon, peut-être qu'en relisant l'épopée du buveur d'eau, je garde pas un souvenir très marquant, peut-être que je l'aimerais bien en le relisant. Je sais pas, c'est pas ce que je relis en ce moment ou ce que je lis. Alors, Le Monde selon Garp, c'est vraiment par là où j'ai commencé, comme beaucoup de gens. C'est aussi un roman qui a tenu mon petit frère, qui est pas un lecteur. Donc, c'est un roman qui marche quand même sur pas mal de gens et qui raconte. La chose est souvent connue, mais petit rappel. La vie de St. Garp, c'est son nom, qui a été conçue assez étrangement par sa mère, puisque celle-ci ne veut pas d'homme dans sa vie. Donc, elle profite de l'érection involontaire d'un mitrailleur de Tourelle de Queue dans la traduction française, pour un coït qui en fait est un viol, puisqu'il y en a un qui dort et pas l'autre, enfin qui est dans le coma, ce qui lui permet d'avoir Garp, elle est infirmière, les deux deviennent écrivains de façon très différente, et en fait on a toute leur vie avec, comme c'est très souvent chez Irving, mais en fait un immense panorama, enfin une inscription de vie dans l'histoire. Dans le cas du monde selon Garp, et vraiment je me demande où je l'ai foutu, c'est notamment parce que la mère de Garp devient, sans l'avoir prévu, une icône féministe, que l'histoire rencontre leur histoire, une histoire qui n'est pas réelle. Parce que bien sûr que le mouvement féministe a existé, mais le mouvement féministe que décrit John Irving, et en fait quand je l'ai lu, j'étais au collège, je devais être en troisième, quand j'ai lu Le Monde selon Garp,
En fait, moi j'ai cru que ce mouvement-là était réel. Donc ça avait marché. Bon, j'étais en troisième, hein, c'était peut-être pas un grand succès. Mais bon, voilà, il décrit un mouvement quand même assez particulier et c'est intéressant. Et pour ça, je trouve qu'il est très fort. Et bon, il revendique souvent l'héritage de Dickens, que j'ai très très peu lu. Mais bon, pour. Voilà, et des longs romans du 19e. Et c'est peut-être bien ça qui me plaît chez Irving, quand j'en lis, hein, c'est le côté long roman. Ça me plaît aussi dans la comédie, mais bon, la comédie, c'est un roman diffracté, non linéaire. C'est quand même assez différent. Et bon, ben, on va pas se mentir, un long roman qui m'ennuie, ça marche pas, hein. Mais là, en ce moment, je suis dans la famille de Violette le Duc, et je me rends compte que la brièveté des phrases, celle des paragraphes, le fait qu'on ne soit pas vraiment dans une histoire linéaire, ben, c'est un truc qui me manque. Ça marche pour moi de temps en temps, mais globalement, il me faut vraiment du roman, il me faut vraiment du récit, et que je commence à glisser. Bon, ben voilà, hein, c'est pour ça que j'étudie de la théorie, et que je lis essentiellement des romans et très peu de poésie. Mais le théâtre, c'est parce que j'y pense pas. Et ça, c'est un truc, je trouve qu'Irving, j'y réfléchissais un peu bah, pour faire ça. Je trouve qu'Irving, il est quand même assez fort pour mettre en place des récits. Et que ça marche vraiment bien avec lui. Ça met en place des récits très longs. Alors, là, j'ai regardé rapidement quelques critiques sur Sens Critique. Il y a un avis contrasté, enfin, ou des avis contrastés autour de est-ce qu'on arrive à maintenir ou pas la lecture, donc pour Garpin, il faudrait passer les 200 premières pages, etc. Moi, ça me pose pas de problème, mais je lis très vite. Alors, c'est sûr que c'est un avantage quoi, pour les longs récits, et peut-être pas forcément pour les récits brefs, parce qu'il me faudra peut-être plus de temps pour entrer dedans. Et là, ben, les temporalités que l'on a, les uns, les unes, les autres, dans la vitesse de lecture, c'est assez différent. Je lis comme une droguée, concrètement. Je lis quand vraiment... Et ça marche avec la théorie, hein, mais quand vraiment un truc me plaît, je le lâche pas. Voilà. Donc je vais lire aux toilettes, je vais lire en marchant, etc. En mangeant, enfin, ça quand je mange avec d'autres gens, mais je peux arrêter de manger pour continuer à lire. J'essaie d'arrêter. Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, j'aime rentrer dans des récits. Et je trouve qu'Irving, c'est quand même une belle école pour ça, pour le plaisir de l'histoire, et pas seulement le plaisir du texte, parce qu'au niveau du style, il n'est pas très intéressant, mais il est efficace, ça marche. Pas d'effet de manche, on le voit pas beaucoup, lui, en tant que narrateur. Alors, on sent ce qu'on appelle la fonction de régie, donc ça, en vocabulaire, figure 3 jeunette. On sent la figure de régie quand on est un peu attentif, ou attentive, en tout cas moi je la sens. On sent des choses comme ça. On le sent aussi. Bon, il y a quelques avis. Alors, les fonctions de régie, ça va être le fait de bousculer un peu l'ordre du récit, c'est-à-dire d'avoir une analepse. Donc, on revient en arrière pour expliquer le passé d'un personnage qui va arriver. On le sent parce que ce sont souvent des romans quand même choraux, donc avec des structures chorales. C'est-à-dire souvent plusieurs personnages, on les reprend, les destins s'entrecroisent, etc. Ce qui fonctionne parfaitement pour les addicts de la lecture, c'est-à-dire pas simplement pour des gros lecteurs, hein, mais parce que ça va permettre des effets, de cliffhangers, de surprises, de retournements, de personnages qui se rejoignent. Tout le feuilleton du 19e se retrouve comme ça chez Irving. Et ben en fait, voilà, je lis Irving un peu comme je regarde des séries. Quand j'en regarde, en ce moment, c'est plus trop le cas. Donc ça marche bien. Pour moi, je trouve que ça marche bien et je trouve que c'est un plaisir qu'il faut pas dédaigner, qui est là, qui est présent, qui est possible. Je voulais regarder si Irving était beaucoup étudié à l'université. Bon, je pense qu'on trouve forcément des choses. Bon, j'en ai jamais entendu parler à la fac, mais en même temps, je fais des lettres modernes, enfin de la littérature française, donc il n'y avait pas de raison de m'en parler. Enfin, en littérature française ou en littérature allemande du 18e, John Irving. Voilà. Et c'est quand même aussi un type de littérature qui a une dimension métalittéraire, mais j'ai envie de dire qui est métalittéraire sans être trop postmoderne. Qui n'est pas non plus de la métalittérarité moderne, mais on ne perd pas ce fil du récit, et donc d'autres récits vont être incorporés dans ces récits. Le modèle, c'est l'épopée.
c'est le modèle du récit intégré dans l'épopée. Et dans Le Monde selon Garp, ce que l'on va trouver, c'est je crois qu'il y a 4 récits insérés, celui de la pension Grillparzer, des morceaux assez peu, mais du livre de la mer, enfin, des nouvelles comme ça de Garp, qui devient écrivain, et donc on lit les nouvelles. Et parfois, elles sont super longues, hein, ces nouvelles. C'est assez... Et ça, c'est un truc qui, ben, je trouve, fonctionne assez bien. Parce qu'on n'a pas le fantasme du chef-d'œuvre inconnu, inaccessible, etc. On a vraiment un récit qui pose lui-même un monde. Alors bien sûr avec souvent des jeux depuis un monde donc, présenté comme réel dans la fiction qui va amener le monde de la fiction mais raconté par le personnage de fiction, mais sans effet de métalepse par exemple. Donc de transgression d'un seuil à un autre. On va plutôt avoir quelque chose sur le travail de l'écriture. Mais dans mes souvenirs, et là je pense en fait que je vais en relire là peut-être... Peut-être bien l'œuvre de Dieu, la part du diable. Soit ça, soit L'Hôtel du Hampshire. C'est vraiment des romans que j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça marche pas mal. Et que ça fait que le récit inséré est vraiment inséré dans le fil de l'histoire. Et ça fonctionne pas trop mal. Bon, c'est des trucs qu'on pouvait trouver, enfin qu'on peut toujours trouver, ça n'a pas disparu, mais dans les affinités électives de Goethe. Alors avec le récit inséré des jeunes voisins, donc en fait qui est raconté, mais dont la forme est complètement écrite. Récit qui choque les personnages parce qu'ils s'y reconnaissent, et ce qui va donc pousser le lecteur ou la lectrice à faire des rapprochements entre le récit raconté et le récit donc, voilà, qui est offert au lecteur en plus, et le récit global du roman des affinités électives. Bon, mais ça c'est tout le sujet des affinités électives. Goethe met en place une spécularité ironique permanente. Et l'ironie, elle est essentiellement structurelle chez Goethe. Tout se répète, mais jamais pareil. Et, en se répétant, tout se dégrade. Il faudra peut-être que je vous parle des affinités électives, c'est un très beau roman. Mais c'est un roman qui garde une certaine froideur, comme Nabokov, comme d'autres choses. Et qui va bien marcher, mais j'avoue que chez Irving, je me sens bien. Et ça, c'est un truc qui m'étonne, parce que les romans d'Irving, et notamment ceux qui me plaisent le plus, sont quand même des romans qui racontent des choses pas spécialement réjouissantes. J'avais compté quand j'étais lycéenne, je crois que Le Monde selon Garp présente une quinzaine de viols. Dont des très difficiles. Enfin, je ne dis non pas qu'il y ait des viols faciles, mais avec des récits particulièrement désagréables. L'Hôtel du Hampshire, c'est quand même le sujet du livre. L'œuvre de Dieu, la part du diable, c'est un peu différent. Alors, c'est pas le sujet principal, et quand on écoute les interviews d'Irving, apparemment il y a une préface intéressante d'Irving sur Le Monde selon Garp. Je l'ai vu mentionner, j'ai fait une recherche de 3 minutes et demie, mais moi je l'ai jamais lu parce que j'ai ces vieilles séries sans préface. Bon, mais les livres d'Irving, et c'est un truc qui répète, ce sont des livres qui présentent les choses qui le terrifient le plus, et c'est une façon d'exorciser ses peurs. Donc c'est logique d'y trouver des choses assez affreuses, et c'est globalement à peu près ce que dit aussi Stephen King, avec bien sûr des variantes, et puis un art du récit très différent. Et je lis pas beaucoup Stephen King, et ça m'étonne pas. J'en ai beaucoup lu quand j'étais collégienne. Enfin, non, pas collégienne, quand j'étais en primaire. Et peut-être encore un peu en sixième, mais vraiment tôt. Ça m'a fait très peur. Et j'en ai pas tellement relu, donc je sais pas, peut-être falloir que je m'y remette. Mais ça m'intéresse. C'est des livres qui racontent des choses qui vont faire peur. Alors, chez King, l'idée, ça va être de provoquer la peur par des effets d'attente. C'est quand même un effet souvent de la littérature horrifique, fantastique, voilà, c'est la tension de l'attente. Et chez Irving, en fait, on a de la tension de l'attente, mais globalement, on n'a même pas le temps d'attendre que, paf, le truc horrible arrive. Et il y a plein de trucs horribles. Et en même temps, ça continue. Et je crois que c'est ça, en fait, qui me réjouit chez King, c'est la place qui est laissée à l'horreur, et à une horreur quotidienne, même si pas forcément connue, etc. Une place importante, mais dans sa quotidienneté.
Et c'est pour ça qu'on ne le considère pas comme un auteur de romans d'horreur. Alors, proportionnellement, ça marcherait pas, mais il y a ça. Alors ça permet en plus d'avoir ce côté feuilletonesque, des rebondissements, des bouleversements, des changements d'orientation dans le récit, etc. Et là-dessus, je le trouve particulièrement fort sur un effet, je n'ose dire stylistique, c'est pas exactement du style, mais sur un effet de composition que j'ai pas tellement repéré ailleurs, et qui est presque un tic chez lui en fait. Vous me direz si vous le voyez, puis si vous aimez Irving, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, c'est pas grave, on vous aime quand même. Le Irving, il va avoir, il me semble, il a une tendance à décrire le changement comme s'étant déjà produit et montré, manifesté par un changement d'habitude. Un changement d'habitude déjà entré, enfin incorporé dans le quotidien des personnages, dans le nouveau quotidien des personnages, et qui va ensuite expliquer par un retour en arrière. Et c'est très marquant, je vais essayer de pas divulgacher, dans le monde selon Garp, autour du drame familial. J'en dis pas plus. Mais on a cet effet de changement, et donc ça fait qu'il y a un effet de tension et d'attente, non pas par rapport à l'événement lui-même, que les personnages ne pouvaient pas deviner, et c'est là aussi qu'on va avoir un sentiment de proximité avec les personnages, mais dans la révélation progressive, révélation par les conséquences du drame, jusqu'à revenir au point d'origine. Donc c'est ce que Jeannette appelle une analepse totale, c'est-à-dire on revient dans le passé jusqu'au point du présent, considéré comme le présent du récit, puis évidemment un présent qui avance puisqu'il y a une chronothèse, une timeline. Mais chez Irving, c'est pas seulement que on va avancer et on va raconter le drame et ensuite comment les gens ont réagi jusqu'au drame. C'est-à-dire, on arrive à... On a un blanc, on a une ellipse, on est dans un nouveau présent, on apprend que les habitudes ont changé, donc on comprend qu'il s'est passé quelque chose, et il a mis un effet de cliffhanger avant pour qu'on soit en attente, hein. Donc pour que l'ellipse soit assez marquée. Et à ce moment-là, ce n'est pas un retour jusqu'au présent, mais un rétropédalage jusqu'au point d'origine, avant de revenir au point de présent et de reprendre le fil. Je sais pas si c'est très clair. Ah, c'est un truc que je trouve hyper adroit d'un point de vue de structuration de récit, mais que je repère pas tellement en dehors d'Irving, même si doit bien y en avoir. Et donc ça passe par le changement d'habitude. Et ça, c'est aussi très humain, parce que comment les personnages ont survécu, intégré le drame. Et ça, c'est assez fort. Je trouve que c'est très malin. Bon, c'est peut-être un truc qu'on apprend dans les ateliers d'écriture créative aux États-Unis, j'en sais rien. J'ai aucune connaissance là-dessus. Mais voilà, je trouve que ça marche vraiment bien au niveau de la narration, enfin, voilà, du plaisir de l'histoire racontée. Et ça permet de ménager comme ça des effets d'attente. Alors la répétition de ce procédé, elle fait que le procédé lui-même est un peu moins subtil quand on le repère. Donc je suis désolée, je vous aurais peut-être gâché le texte. Mais ça me paraît assez intéressant. Et ça montre cette, on va dire, j'allais dire une objection, mais une objection c'est pas un but, mais ce qui est peut-être, oui, enfin allez, on va dire le gros mot, une intention d'Irving écrivant ses récits, en tout cas qui colle avec ses interviews, c'est-à-dire, bon, exorciser ses peurs, donc raconter des choses horribles, dans des récits très longs, ça c'est en passant, mais c'est-à-dire que le récit très long permet de décrire cette peur, mais en l'intégrant et au quotidien, et surtout, l'horreur va être mieux montrée par l'humanité des personnages. Et ce point-là est souvent moins bien montré, moins mis en avant. Alors qu'en fait, les deux fonctionnent ensemble. C'est vraiment horrible parce qu'on s'est attaché aux personnages, et ça sera d'autant plus horrible qu'on verra leur humanité dans la façon dont ils ont vécu l'horreur. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être là que réside une différence générique, en plus de la proportion entre les phénomènes d'attente, de passages purement horrifiques, etc. Et enfin de différence générique entre un roman, on va dire littérature générale, et un roman d'horreur. Oh, c'est une hypothèse, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien Johnny Irving.
je le dis. Je vous dis à bientôt.